Psst, amigos, amigas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai 2 ans d'âge mental. Ça fait depuis 1 an que vous êtes au courant normalement. Bref, aujourd'hui, ce qui va vous choquer les amis, c'est les réponses aux questions qu'on va se poser. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi. Étymologiquement, pour et quoi. Vous avez 4 heures. 2 seconds later. Pardon, je ressaisis, j'étais obligé de faire de l'humour, parce qu'il y a des choses, je suis sûr, qui vont pas vous plaire à l'intérieur des choses que je vais vous dire, mais en même temps, si vous voulez atteindre vos objectifs, eh bien, ouvrez grand vos oreilles. On va donc répondre aux questions pourquoi est-ce que peut-être vous n'arrivez pas à perdre du poids ou à gagner en masse. On est parti. Alors comme la semaine dernière, vous l'avez vu, j'ai mis des petits mots-clés ici, parce que je ne veux rien oublier, très important, et puis si je vous ai mis un autre truc, bon, on verra après. N'inquiétez pas, je le garde en tête. Ici, vous avez vu que en noir, je vous écris trop, pas assez. Puisque, au final, je sais que vous vous en doutez peut-être un petit peu, mais si vous n'arrivez pas à atteindre vos résultats, c'est peut-être parce qu'il y a trop de quelque chose ou qu'il n'y a pas assez de quelque chose. Alors je dis ou, mais parfois c'est et, c'est-à-dire qu'il y a trop de et qu'il n'y a pas assez de On va voir justement les éléments qui sont ici, qui pourraient éventuellement freiner l'atteinte de vos objectifs. Je vais essayer à chaque fois de parler dans les 2 cas, dans le cas de la perte de poids et dans le cas de la prise de masse, pour faire en sorte que ça puisse englober le plus de monde possible. Si jamais pendant 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30, je me focus sur la perte de poids par exemple, c'est que derrière je vais parler a priori de la prise de masse. On commence par le premier élément, j'ai nommé les glucides. Et bonjour, je viens de sortir. Guess who's back again? Alors, les glucides, je les ai mis en rouge. Un rouge un petit peu accusateur. Je sais bien, et même je n'hésite pas à les montrer du doigt. Puisque pendant de longues années, l'industrie du sucre, justement, s'est débrouillée pour nous faire croire que c'était plutôt les lipides, donc les acides gras, qui nous faisaient stocker énormément de gras, et que c'était aussi les lipides qui étaient responsables de beaucoup de maladies cardiovasculaires, etc. Ceci étant, maintenant avec le recul, on se rend compte que les glucides ont évidemment un très grand rôle là-dedans, et je vais m'expliquer grâce à un petit schéma, on va dire. Allez, let's go. Que ici, même si ça se voit pas tout de suite, que c'est un donut. Voilà. Donc, lorsque l'on consomme du sucre, donc évidemment du sucre transformé. Là, c'est l'exemple que je prends. Sucre transformé, si vous vous souvenez la semaine dernière, c'est tout ce qui est raffiné. Sucre blanc, sucre ajouté, etc. On vient consommer ce sucre-là. Ça, c'est notre système digestif. Vous l'avez bien compris, je ne suis pas très bon dessinateur, donc je fais de l'économie de trait. On a donc notre système digestif qui est ici. Une fois que le sucre passe à l'intérieur du système digestif, ensuite, ça va être renvoyé dans le sang, puisqu'il va y avoir du sucre qui est en circulation dans le sang. À ce stade-là, c'est ce qu'on va appeler du glucose. Donc au moment où on les ingère, c'est des glucides. Au moment où ça passe dans le sang, c'est ce qu'on appelle du glucose. Et ensuite, souvent, le sucre va être stocké, par exemple, dans les muscles. Et là, c'est ce qu'on va appeler du glycogène, les amis. Donc 3 stades différents pour le sucre. Ceci étant, moi, ce qui va m'intéresser là dans ma démonstration, c'est cette partie-là. La partie qui est donc au niveau du sang. Lorsque le corps va se rendre compte qu'il y a du sucre qui est en circulation dans le sang, c'est ce qu'on va appeler un pic de glycémie. Alors, je sais écrire glycémie, c'est juste que ça aurait pris trop de place et ça aurait pas été joli. Le corps, lorsqu'il y a un pic de glycémie, il interprète ça comme une alerte, dans le sens où pour lui, c'est pas normal qu'il y ait autant de sucre qui soit en circulation dans le sang, puisque avoir un pic de glycémie qui est élevé peut être potentiellement dangereux pour la santé, donc le corps va faire en sorte de faire redescendre ce pic de glycémie. Pour le faire redescendre, il va appeler sa meilleure copine l'insuline. L'insuline, chez les personnes qui ne sont pas insulinodépendantes, sous-entendu les personnes qui ne sont pas atteintes de diabète, etc., vont avoir justement de l'insuline qui va être sécrétée pour aller capturer justement le sucre qui est en circulation dans le sang et aller justement le stocker ailleurs pour s'en débarrasser entre guillemets et faire redescendre tout simplement le pic de glycémie qu'il y a à l'intérieur du sang. Donc pour l'instant, on se dit good news. L'insuline fait son job d'aller capturer tout ce qui est glucose et d'aller le stocker. Ceci étant, vous me suivez, si on a un pic de glycémie, on a forcément un pic d'insuline à ce moment-là. Et qui dit pic, dit forcément qu'il y a une redescente derrière. Une fois que l'insuline a fait son job d'aller stocker le glucose, eh bien l'insuline justement va redescendre, les taux d'insuline vont redescendre, Et là, le problème, très chers amis, c'est que lorsque le taux d'insuline va redescendre, le corps va l'interpréter comme un manque de sucre, par exemple à l'intérieur du sang, va l'interpréter comme une faim de digestion, par exemple, et donc va envoyer des signaux à nouveau, des signaux notamment de faim
Étant donné qu'on va recevoir un signal de faim et qu'on a du coup le sucre qui est beaucoup moins présent dans le sang, très souvent on va avoir envie de sucrer derrière. Donc là tout de suite je vous le donne de but en blanc, si on mange du sucre, à la fin on va avoir envie de sucre. Le sucre appelle le sucre pour plein de manières différentes. Puisque à la base, le sucre pour le corps est une source d'énergie. Si jamais il n'est pas consommé tout de suite, eh bien il faut aller le stocker. Sauf que le sucre ne peut pas être stocké comme tel, étant donné que c'est une denrée d'énergie qui doit être utilisable tout de suite. Du coup, il va être stocké, peut-être notamment sous forme de gras, si jamais il y avait aussi des acides gras à l'intérieur du repas que vous avez mangé. Donc, lorsque vous avez consommé du sucre, vous vous doutez bien qu'il va y avoir digestion, etc. Donc le corps va envoyer beaucoup d'afflux sanguin au niveau du système digestif pour assurer une bonne digestion. Mais donc, étant donné qu'il y a un afflux sanguin sur le système digestif, au niveau du cerveau, l'afflux sanguin est un peu moindre, et c'est pour ça que vous avez un coup de barre lorsque vous mangez un petit déjeuner qui est trop riche en glucides. Donc si on résume, le matin, vous tapez un croissant, vous tapez un pain au chocolat, du jus de fruits, etc. Il est quasi évident que vous allez avoir un pic de fatigue en fin de matinée et que vous allez avoir envie de sucre. Parce qu'étant donné que vous avez un coup de fatigue, que vous avez un petit coup de mou les amis, non ça par contre c'est quand on boit trop le vendredi soir. Mais quand vous avez un petit coup de mou les amis, tout simplement votre corps il réclame du sucre parce qu'il sait que c'est de l'énergie qui est rapidement disponible. Donc je le répète une nouvelle fois, le sucre appelle le sucre. Ouais, allô, le sucre? Ouais, c'est moi le sucre. Le sucre appelle le sucre. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bon, on vient de dire pas mal de choses. J'espère que le schéma déjà est lisible, que vous l'avez compris au moment où j'étais en train de représenter ça. Bon, on a dit énormément de choses. J'espère que c'était quand même un minimum clair, que vous avez compris le lien entre manger du sucre et avoir envie de sucre derrière, et surtout le fait que l'insuline, au final, elle est faite pour être une hormone tout simplement de régulation de la glycémie à l'intérieur du sang. Sauf que le problème, c'est que si on mange trop régulièrement sucré, on va toujours avoir des pics d'insuline redescente, pics d'insuline redescente. Donc en fait, les taux d'insuline n'ont jamais réellement le temps de descendre, ce qui veut dire qu'en fait, l'insuline va se transformer tout simplement en hormone de stockage. Directement, elle va faire juste son rôle d'aller stocker en fait du sucre et donc potentiellement des acides gras à l'intérieur des cellules, donc qui deviennent des cellules adipeuses, etc. D'où le fait qu'en termes de perte de poids, c'est pas forcément évident. Maintenant, pour ce qui est de la prise de masse, évidemment que les glucides vont peut-être avoir une incidence un petit peu, je m'explique, puisque là, on parlait de tout ce qui est sucre en soi, mauvais sucre, sucre blanc, etc. Cependant, lorsque vous faites beaucoup de sport, et c'est évidemment valable même un peu pour la perte de poids, les glucides sont essentiels, puisque, comme je vous l'ai dit, dans le muscle, on va aller stocker notamment du glycogène. Et le glycogène, c'est ce qui va servir de source d'énergie à vos muscles pour pouvoir faire les séances. Donc, si jamais on dézoome de ce schéma qui est très 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 chargé, on aurait petit 1 pour la perte de poids, faire attention à la quantité de glucides qu'on ingère, et surtout, faire attention à la qualité des glucides qu'on ingère. Donc tout ce qui est donuts, pain au chocolat, etc., pas la folie. Même si je sais que c'est du bon sens, que manger 3 donuts par jour tous les matins, pour une perte de poids, c'est pas forcément très intelligent, c'est pas forcément du bon sens. Il y a évidemment l'aspect derrière physiologique, là dont je parle. Et ensuite, pour la prise de masse, par contre, on fait quand même attention à nos qualités de glucides, mais en termes de quantité, les glucides peuvent être éventuellement un peu plus importantes, surtout si ça tourne autour de votre entraînement, puisque vous avez besoin de refaire les stocks de glycogène pour vos muscles pour la séance suivante. Donc on peut se checker le premier point, les glucides. Et hop. Maintenant, vous comprenez l'idée de trop ou pas assez. Si jamais vous avez trop de glucides, potentiellement ça vous apporte des pics de fatigue, ça vous redonne envie de manger derrière, de manger du sucré, et donc forcément, ça vient être un petit peu en contradiction avec votre objectif. Et si jamais c'est pour la prise de masse, on va dire que si vous n'avez pas assez de glucides, du coup vous n'aurez pas assez d'énergie pour pouvoir faire vos séances de sport. Attention, je me rends bien compte de ce que je dis, je fais une généralité, puisque quand vous faites une perte de poids, vous avez quand même besoin de vous entraîner. Donc vous avez quand même besoin d'un petit peu de glucides, mais peut-être un petit peu moins que si vous êtes en prise de masse et que vous avez besoin d'avoir des entraînements qui sont très violents sur les fibres musculaires. On reprend le même principe, trop ou pas assez, et cette fois-ci, on va parler des protéines, les amis. Las proteínas. Quand on en a trop ou quand on n'a pas assez, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va dire qu'on en aurait trop.
Ici, on va dire qu'on n'en aurait pas assez. Dans les deux cas, que ce soit trop ou pas assez, on va forcément parler à la fois de la perte de poids et de la prise de masse. Puisque dans une perte de poids, je le recommande toujours, que ce soit en coaching, quand on me pose la question sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc., je réponds toujours la même chose, même pour une perte de poids, évidemment que l'entraînement musculaire est très important, le renforcement musculaire. Puisqu'en augmentant votre masse sèche, la masse musculaire sèche, vous allez augmenter votre métabolisme basal, c'est la vidéo de la semaine dernière, et donc vous allez augmenter le nombre de calories que vous brûlez quand vous êtes au repos. Donc forcément, ça rentre dans l'objectif de perte de poids. Maintenant que ça c'est dit, on s'intéresse à trop de protéines. Si jamais on consomme trop de protéines. La semaine dernière, je vous avais donné des valeurs à l'intérieur desquelles sur lesquelles vous pouviez vous baser. Imaginons qu'on soit bien au-dessus et qu'on soit à plus de 2,5 g de protéines. En soi, est-ce que ça viendrait être un frein à vos objectifs? Non. Est-ce que sur le long terme, ça pourrait être dommageable? Oui, entre guillemets, je m'explique. Très souvent, on explique que lorsqu'on consomme des protéines, si jamais on en consomme trop, eh bien tout simplement, on va faire surtravailler nos reins. C'est-à-dire que nos reins vont être obligés de filtrer beaucoup plus de protéines et que ce sera peut-être un petit peu difficile justement d'avoir des reins qui restent en bonne santé sur le très long terme. Cependant, si j'y ajoute un petit peu plus de précision et qu'on reste pas juste dans les reins travaillent trop ou autre, c'est surtout que lorsque vous consommez des protéines, il y a de fortes chances que vous augmentiez le pH de votre système digestif, de votre corps, etc. Puisque lorsque vous consommez beaucoup de protéines, on va avoir un milieu qui est un peu plus acide que si vous consommez moins de protéines. Et donc on sait que l'acidité peut avoir parfois des petits effets secondaires qui ne sont pas forcément les bienvenus. Cependant, gardez en tête que s'il y a certains jours où vous consommez plus de 2,5 g de protéines, en soi, rien de grave. Par contre, soyons parfaitement honnêtes, 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps, parfois ça peut être compliqué à atteindre, et surtout en termes financiers, parce que du coup pour avoir autant de protéines, ça veut dire soit qu'on se supplémente avec de la whey protéine en poudre, ou alors qu'on achète beaucoup de poulet, beaucoup de saumon, et beaucoup de légumineuses, et beaucoup de steaks de soja. Donc, dans le budget, il y a des chances que ça fasse un petit peu lourd. Maintenant, si on n'a pas assez de protéines, les amis, hop, on va faire le même dessin de l'autre côté, hein. 3 flèches qui vont vers le bas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste pour illustrer le fait qu'il n'y en ait pas assez. Et que, imaginons, cette fois-ci, on est en dessous, on est à moins de 1,00 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ce qui voudrait dire que, par exemple, pour une personne de 70 kg, qu'elle soit en dessous de 70 g de protéines par jour. En soi, si vous êtes sur une quantité de protéines qui est trop faible, entre guillemets, par jour, il est possible que vous perdiez de la masse musculaire. Donc en soi, j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, dans la vidéo où on parlait d'alimentation de manière générale. Il y a de fortes chances qu'en termes musculaires, vous ayez du mal à conserver votre masse musculaire ou à en gagner. Donc dans les deux cas, que ce soit perte de poids ou prise de masse, vous allez être un petit peu bloqué à un moment, dans le sens où quand vous voulez faire de la prise de masse, vous voulez construire de la masse musculaire en plus, et quand vous voulez faire de la perte de poids, souvenez-vous, vous êtes intéressé par le fait de créer de la masse sèche musculaire, puisque ça augmentera votre métabolisme basal. Donc si vous êtes en dessous de 1 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, il y a peut-être des chances qu'en termes musculaires, il y a un moment où les muscles ne puissent pas se développer, ou même parfois ne puissent pas rester au niveau auquel ils sont. Alors évidemment, s'il y a un jour où vous mangez, j'en sais rien, 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, vous n'allez pas perdre vos muscles du jour au lendemain. Ce serait sur une durée, évidemment, qui est un petit peu plus longue, une durée qui est prolongée. Mais là, je me projette sur quelqu'un qui a un objectif, qu'il veut remplir à 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Et donc, si pendant 1 an, vous consommez moins de 1 g de protéines par jour, là, pour le coup, vous risquez justement de ne pas atteindre vos objectifs, qui est le nom de la vidéo. Il faut s'en rappeler un petit peu. Et aussi, je précise que même si vous êtes en déficit calorique, parce que vous êtes en perte de poids, que vous voulez perdre du gras, il reste quand même très important d'avoir une quantité de protéines satisfaisante pour que justement, lors de votre déficit calorique, ce ne soit pas des muscles que vous perdiez en priorité. Je crois qu'on a tout dit là-dessus. On se check un point en plus. Le thème suivant, les amis, le sommeil. Très important. Imaginons qu'on en ait trop ou imaginons qu'on n'en ait pas assez. Là, on est sur du sérieux, les amis. Le sommeil va avoir une importance capitale dans l'atteinte de vos objectifs, que ce soit de la perte de poids ou que ce soit de la prise de masse. Puisque c'est lors de votre sommeil, lorsque vous dormez, que votre corps justement peut se régénérer, qui peut faire son travail de fond, tout simplement. Ce que j'appelle un travail de fond, c'est aller justement travailler au développement de la masse musculaire, étant donné que c'est un moment où vous n'avez pas d'énergie à dépenser, donc vos muscles sont au repos.
C'est aussi le moment où, évidemment, le système nerveux est au repos, ce qui vous permet de récupérer et d'avoir en fait un fonctionnement normal au niveau des différents cycles que l'on peut avoir, et notamment des cycles au niveau des neurotransmetteurs et au niveau des hormones que l'on peut sécréter. Plus vous allez avoir un sommeil qui est qualitatif, plus vous allez être proche de ce qu'on appelle un cycle circadien, qui est donc plus ou moins calé sur la lumière, la lumière du soleil et les cycles de jour et de nuit. Notre corps, de manière assez intrinsèque, enfin assez profonde, est calé sur ce cycle-là, puisque ça fait évidemment depuis des millénaires que nos ancêtres sont sur la Terre et qu'ils sont habitués justement à ce rythme-là. Mais si on se refocus à aujourd'hui, pas nos ancêtres qui étaient dans des caves, tout ça, mais à aujourd'hui, au niveau du sommeil, justement, si on a un mauvais sommeil, toutes ces hormones vont être dérégulées et elles vont nécessairement avoir un impact sur vos résultats. Quand je parle des hormones, on peut notamment parler de celle-ci. Alors, je vais écrire en anglais pour faire genre growth hormone. Mais donc, c'est tout simplement l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est donc sécrétée le plus lorsqu'on est en train de dormir, justement quand le corps est au repos. L'hormone de croissance, hyper importante évidemment pour la croissance musculaire. Attention, pas forcément croissance musculaire, on va être mais croissance musculaire tout court, c'est-à-dire même créer de la masse sèche, même si c'est en petite quantité, lorsqu'on veut faire une perte de poids, par exemple. Donc, cette hormone est hyper importante. Si jamais elle est mal sécrétée durant le sommeil, parce que votre sommeil n'est pas assez long ou n'est pas assez qualitatif, évidemment que ça va avoir un impact sur, tout simplement sur vos objectifs et que vous allez peut-être être bloqué au niveau de votre perte de poids ou de votre prise de masse. Je parle de l'hormone de croissance, mais il y a évidemment d'autres hormones qui rentrent en ligne de compte, tout ce qui est notamment cortisol, l'hormone du stress. Si jamais pendant le sommeil, elle n'est pas en chute libre, qu'elle ne redescend pas complètement pendant un sommeil de qualité et de quantité aussi, parce qu'il y a la durée et la qualité évidemment, du coup vous allez garder des taux de cortisol qui peuvent être élevés, et les taux de cortisol élevés, on le sait, forcément vont venir accentuer tout ce qui est stockage du gras, difficulté à perdre de la masse adipeuse, etc. En termes de sommeil, on estime que pour un adulte, c'est très bien si on est entre 7 et 8 heures de sommeil. Si jamais vous êtes au-delà, en soi, rien de dramatique. Peut-être que vous n'aurez plus de vie sociale et que vous allez perdre votre emploi, donc attention à ça. Mais si jamais vous êtes à 10-12 heures de sommeil, ce n'est pas grave en tant que tel. C'est juste que vous allez vous sentir peut-être un petit peu décalé au moment où vous vous réveillez. En revanche, si on est en dessous et qu'on est sur du 4, 5, 6 heures même, eh bien tout simplement, on arrive en dessous des recommandations et de la quantité dont la plupart des gens ont besoin durant un sommeil pour pouvoir récupérer complètement et pour pouvoir avoir des séances de sport qui sont satisfaisantes, un fonctionnement hormonal qui soit satisfaisant pour atteindre nos objectifs. Je précise que c'est une généralité, puisqu'il y a des gens qui dorment 6 heures par nuit et qui s'en portent très bien, qui n'ont aucune fatigue, qui ne ressentent pas de fatigue, que ce soit passagère ou de fatigue sur le long terme. Attention, il y a aussi l'âge qui rentre en ligne de compte, dans le sens où quand on est adolescent ou quand on a 40 ans, on n'a pas du tout les mêmes besoins en sommeil, on n'a pas du tout la même qualité du sommeil. Donc ça, c'est en termes de durée, du coup, les recommandations. Ensuite, il y a la qualité du sommeil. Pour avoir une qualité optimale du sommeil, du coup, je vais vous donner tous les conseils qu'on m'a donnés lorsque j'ai fait ma certification de préparateur physique qui, justement, traitait notamment du sommeil. Dans l'idéal, il faudrait que l'on puisse dormir le plus possible proche justement d'un cycle circadien, c'est-à-dire d'être calé, encore une fois, sur la lumière naturelle. Donc dans l'idéal, le soir, il faudrait essayer de dormir avant 23 heures, puisque on le dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais toutes les heures de sommeil qui sont faites avant minuit comptent pour double. Donc si vous vous couchez à 23 heures, l'heure de sommeil qu'il y a eu de 23 heures à minuit est en soi 2 fois plus réparatrice qu'une heure de sommeil qui serait entre 1 et 2 heures du matin. Imaginons, c'est un exemple. Pour avoir un sommeil aussi de qualité, vous pouvez avoir plein de choses qui se rajoutent à votre routine le soir, notamment le fait d'essayer de rester devant un écran pendant les 90 minutes avant votre sommeil, pour éviter tout ce qu'on appelle exposition à la lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière qui est justement produite par les écrans, écran de votre téléphone, écran de votre tablette, de votre ordinateur, de votre télévision. Toutes ces lumières bleues vont avoir pour effet en fait de stimuler le cerveau, parce qu'en recevant la lumière bleue, le cerveau en fait va l'interpréter comme le fait qu'il ne fait pas encore nuit, comme si c'était encore de la lumière du jour, de la lumière naturelle, et donc vous allez vous retrouver avec un endormissement qui sera peut-être plus difficile, ou alors une qualité du sommeil derrière qui sera un petit peu détériorée. Donc on évite les écrans pendant les 90 minutes avant votre sommeil. Maintenant, pendant les 90 minutes avant le sommeil, vous pouvez tout à fait lire, vous
pouvez discuter avec la personne à côté de vous, c'est aussi très sympa. Vous pouvez être au téléphone, peut-être, je n'en sais rien, pour discuter avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, essayez de limiter les écrans, puis aussi d'avoir des lumières qui sont un petit peu tamisées. Là, par exemple, juste au-dessus de moi, j'ai une lumière blanche qui est très 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 forte. Je vais éviter d'avoir ce type de lumière-là dans ma chambre, dans l'espace dans lequel je dors. Idéalement, je suis dans un espace où je peux fermer les volets, ce qui me permet d'avoir un sommeil qui est plus réparateur, parce que je ne vais pas avoir les yeux, même si pendant qu'on dort, normalement on a les yeux fermés, à travers les paupières, l'œil peut identifier qu'il y a de la lumière, et du coup ça peut venir aussi interférer avec un sommeil de qualité. Pareil, si jamais on est dans la précision, idéalement il faudrait éviter les lumières qui sont très blanches, on essaierait d'avoir des lumières qui sont un petit peu tamisées, mais aussi on essaierait d'avoir des lumières en fait qui sont basses, au lieu d'avoir un éclairage juste au-dessus de la tête, qui encore une fois pourrait rappeler au cerveau une lumière naturelle, une lumière du soleil. Il faudrait avoir une lumière du coup qui est plutôt basse, à hauteur par exemple de votre lit. Je sais que c'est pas forcément évident de pouvoir faire ça pour tout le monde, mais en tout cas c'est les recommandations qui sont idéales. Aussi, au niveau de la température, idéalement, la pièce dans laquelle vous dormez serait plus froide de 1 ou 2 degrés que le reste de l'appartement. Comme ça, vous pouvez avoir une température qui est idéale pour le corps pour pouvoir se reposer, récupérer et surtout bien dormir. Pareil, parfois ça peut aider de prendre une douche avant de dormir. Alors déjà prendre une douche c'est très très bien, on est sur de la bonne décision si jamais vous prenez une douche par jour. Mais avant de dormir ça peut être intéressant, ou en tout cas je sais pas, dans les 90 minutes qui précèdent le sommeil, pour essayer justement de faire redescendre la température. Vous avez 2 écoles. La première école qui dit qu'il faut prendre une température, prendre une douche à température un petit peu chaude, ce qui ensuite va obliger le corps à devoir se refroidir, et donc vous allez avoir cette relaxation avant de dormir. Et pour d'autres personnes en fait c'est de prendre une douche qui est plutôt froide, même si après le travail du corps de se réchauffer pour pouvoir ramener le corps à sa température normale va forcément créer de la chaleur. En soi, comme vous avez pris une douche froide, et la température que le corps va regagner, il va pas forcément remonter à la température à laquelle vous étiez avant d'aller vous doucher. Donc en soi, il y a 2 écoles, essayez les 2. Moi, je sais que quand je prends une douche chaude, qui est la grande recommandation qu'on voit, en fait, après, j'ai les oreilles qui restent chaudes, j'ai le bout des doigts qui reste chaud et tout, donc pour m'endormir, c'est l'horreur, c'est vraiment pas agréable du tout. Versus quand je prends une douche froide, justement, j'ai l'impression que je me mets un peu dans une sorte d'hibernation au moment de la douche froide, du coup, ça me réveille un petit peu, ça choque le corps, mais après, par contre, je suis hyper relax. Donc testez les 2 et dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Il nous reste donc un item, l'item entraînement, qui va le pair, les amis, je vous avais dit que je n'oublierai pas, avec le mot qui est juste ici, l'individualisation. C'est-à-dire que si vous vous entraînez trop ou vous vous entraînez pas assez, il est évident que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Mais pour ça, évidemment qu'il faut que ce soit personnalisé, le programme que vous faites. Oui, évidemment, vous allez trouver des programmes sur Internet qui sont faits pour la plupart des gens. Et dans tous les cas, si vous faites un programme sportif, forcément, vous allez avoir des changements. Par contre, si vous voulez aller en direction de vos objectifs précis, c'est là que vous avez besoin d'individualisation et surtout de personnalisation. Ce qui me fait une transition parfaite, les amis, pour le lien qu'il y a dans la description, puisque ça fait évidemment partie des services que je propose, de faire un bilan personnalisé ensemble, très rapidement, et après je vous embête plus, le bilan personnalisé en 2 parties. Une première partie de 15 minutes qui est gratuite, on échange en visio, vous me parlez de vos objectifs, de votre programme sportif actuel et de votre journal alimentaire, c'est-à-dire ce que vous faites en ce moment. Vous m'envoyez ensuite toutes ces informations, votre programme, votre journal alimentaire, et ensuite on se revoit en visio, une semaine après, selon vos dispos, pour justement, ensemble, pendant 30-45 minutes, réussir à refaire ensemble un programme qui vous soit personnalisé et aussi des recommandations au niveau de la nutrition qui vous soient personnalisées aussi. Donc à la fin du bilan personnalisé, vous repartez directement avec un programme qui vous est personnalisé. J'arrête la publicité, je vous en dis pas plus, le lien est dans la description. Voilà. Amigos, amigas, la vidéo touche à sa fin. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais parce que j'avais énormément d'informations à vous donner. J'espère que ça vous a plu, le petit schéma et tout avec l'insuline, pour essayer de comprendre un petit peu plus ça. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me les mettre en commentaire, ce qui me permettra d'y répondre dans une future vidéo, par exemple, puisque là, évidemment, mon but ici sur YouTube, c'est de vous donner le plus d'éléments possible, de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc là, chaque semaine, j'essaye de répondre à des questions qui reviennent régulièrement, mais peut-être que vous en avez plus. Je vous attends en commentaire, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce en l'air, activer la cloche, tout ce que vous voulez pour pouvoir soutenir la chaîne. Je vous fais des bisous, bonne soirée et à très vite.